Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Echo. Dans cet épisode, on va parler de quelque chose qu'on a tous fait et toutes fait au moins une fois dans notre vie. Dire oui quand réellement on voulait dire non. Mais pourquoi on fait ça? C'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui avec Fadi. On va décortiquer l'affirmation de soi, d'où vient ce déficit assertif et comment ça se manifeste au quotidien, d'un point de vue somatique également. Et restez jusqu'à la fin pour apprendre un outil, pour commencer, faire un petit pas, pour être capable de dire non. Bienvenue dans Echo. Bonjour, je suis Fatine Sayer et je suis thérapeute somatique. Et moi, je suis docteur Benjoun Fadi, je suis psychiatre et aujourd'hui, on a un très beau sujet qu'on va discuter ensemble avec Fatine. Absolument, absolument. D'ailleurs, je ne sais pas pour toi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai en tête un scénario dans ma tête qui m'est déjà arrivé, qui t'est déjà arrivé, j'en suis sûre, qui vous est déjà arrivé. Vous nous direz en commentaire et tu me diras aussi si ça t'est déjà arrivé. Quelqu'un dans mon entourage personnel ou professionnel vient me demander de faire quelque chose. Je dis oui automatiquement. La personne repart. Je me retrouve à me demander mais pourquoi j'ai dit oui mais je veux pas faire moi la chose. Et je suis en colère contre moi-même et je fais la chose à contre-cœur pour ne pas décevoir la personne ou pour d'autres raisons. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je pense que oui, ça m'est déjà arrivé Ouais. quand on se laisse faire, quand on ne sait pas comment, quand on se fait surprendre déjà par l'autre, Oui. ou alors par la situation en elle-même. Et on essaie juste de suivre la vague et faire plaisir. C'est des expériences qui arrivent à tout le monde. Absolument, absolument. J'étais sûre que ça t'était déjà arrivé. Vous nous direz aussi en commentaire si vous vous reconnaissez dans ce scénario. Et c'est justement de ça qu'on voulait parler aujourd'hui. Donc on voulait parler de, de dire non. Dire non plutôt sans culpabiliser, sans imploser, comme un signe de respect de soi, n'est-ce pas? Mais avant ça, j'aimerais bien que tu nous parles de la base ou là du point de départ de dire non, c'est-à-dire l'affirmation de soi, n'est-ce pas? L'affirmation de soi d'un point de vue déficit assertif, c'est-à-dire pourquoi on n'arrive pas à dire non et pourquoi on ne s'affirme pas. Je te laisse nous expliquer un peu plus en détail. Aujourd'hui, plutôt, on va se focaliser plus sur le déficit assertif Oui. dans l'affirmation de soi. Mhm. Et ce déficit assertif, c'est plus l'inhibition simplement de ses besoins, pensées et émotions, qui va Voilà. s'exprimer sous forme de passivité Mhm. ou passif-agressif. En fait, il y a deux types dans le déficit assertif. On a le type passif, Mhm. où la personne, qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle sera plutôt dans la répression totale. Oui. Répression totale, du coup, elle sera carrément dans une anesthésie affective où elle sera carrément déconnectée de soi-même Mhm. et tomber dans un faux self dont on pourra parler après. Mhm. Après, secondo, on a le second sous-type qui est le passif-agressif. Oui. Et dans le second sous-type, Mhm. il y a soit la personne, ce qu'on appelle une sorte de timide, qui prend sur lui jusqu'à exploser. Donc, il prend, c'est comme un vase. Et après, quand Oui. la goutte d'eau, elle déborde le vase, ça explose, Oui, sans cumul. ça cumule. Mhm. Donc, c'est des périodes de faiblesse où ça explose. Puis, il y a un autre de type passif-agressif, Mhm. mais c'est le passif-agressif qui est sournois. C'est-à-dire, il prend sur lui, mais il ne va pas prendre et accumuler jusqu'à exploser. Il prend sur lui, mais de manière sournoise, il va faire des choses pour que l'autre paye le prix. Oui, je comprends.
Maintenant que tu as défini le déficit assertif, c'est vrai que c'est beaucoup plus clair. Et je pense que si je devais résumer, c'est un petit peu la suppression du soi authentique en faisant ça, c'est-à-dire en ne pouvant plus affirmer ou alors exprimer ses besoins et ses désirs, n'est-ce pas? Effectivement. Mais, euh, mais d'où ça vient? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on en arrive à être un adulte qui n'arrive pas à s'affirmer? Ou là, un adulte qui a un déficit assertif? C'est une excellente question. Parce que des fois, on se retrouve brisé, mais on ne sait pas comment tout a commencé. Bien sûr. Alors, il y a toujours ce qu'on appelle, nous, dans la psychiatrie, le biopsychosocial, Mhm, c'est-à-dire le biologique, mhm. donc les gènes, Oui. avec quoi on est. Après, il y a le psycho, donc la psyché, comment elle se Mhm, construit. Après, il y mhm. a l'environnement, le social. Donc, c'est toujours une interaction entre la biologie et l'environnement. On peut commencer déjà par le point de départ de la biologie, où il y a des personnes qui naissent avec des problèmes de capacité d'apprentissage des règles sociales Mhm. et aussi des problèmes dans l'assimilation des règles sociales. Et c'est plus dans les pathologies de troubles neurodéveloppementaux. Et là, ce sera des personnes qui auront plus du mal à s'adapter pour s'affirmer. Là, c'est dans l'ordre biologique. Mhm. Et dans l'ordre environnemental, c'est l'environnement qui influence la personne, L'éducation. l'éducation. Mhm. Et ce qu'on retrouve dans ce modèle type, cette éducation, elle sera posée par qui? Donc, que ce soit les parents, soit Les figures parentales. figure parentale, Mhm. soit par exemple, on idolâtre par exemple des amis à l'école, on essaie d'apprendre comment ils font, ou alors des professeurs. Oui. Et puis, par mimétisme, on apprend. Et ces personnes-là vont nous apprendre qu'on n'a pas le droit d'exprimer ce qu'on ressent Mhm. ou notre besoin profond. Oui, Donc déjà, dès l'enfance, on apprend cette valeur qu'on n'a pas le droit c'est ça. de dire, de faire, Mhm. etc., etc. Mhm. Ça, c'est le premier type au niveau environnemental. Deuxièmement, en fait, mis à part la valeur apprise, il y a aussi des modèles éducatifs qui vont mal renforcer. Quand je dis renforcer, c'est-à-dire mal stimuler l'enfant à faire des choses, comme s'affirmer par exemple. Oui. Si on voit des parents qui voient l'enfant, Mhm. qui essaie de s'affirmer et qui fait des efforts, mais bon, on ne lui donne pas de récompense. Mhm. Il va voir qu'il y a de la nonchalance, Mhm. première fois, deuxième fois, troisième fois, et à un moment donné, l'enfant, il se désintéresse. C'est ce qu'on appelle le manque de renforcement. Ah, Oui, intéressant. Je pensais que le déficit assertif venait uniquement des circonstances, comme tu as dit, où l'enfant est pressurisé. Par exemple, à l'école, les enfants qui sont harcelés et qui n'arrivent pas à se défendre et qui n'arrivent pas à en parler à leurs parents ou à leurs professeurs. Mais je n'ai jamais su que ça pouvait également être la nonchalance des parents qui ne renforce pas cette affirmation de soi. effectivement. Intéressant. C'est ce qu'on appelle en TCC l'extinction, c'est-à-dire Oui. que le comportement va tomber et disparaître, Hmm. le comportement assertif. Oui. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas de stimulation, on ne voit pas de gratification, il n'y a pas de dopamine Hmm, c'est intéressant. et on n'apprend pas. Ok. Après, il y a toujours la violence, c'est-à-dire la violence, ça rentre dans le cadre de la punition. Et c'est aussi un des types de manque de renforcement, Hmm. c'est-à-dire qu'on nous punit parce qu'on s'affirme. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt reculer vers derrière, Oui. avoir peur Hmm. et éviter. La troisième cause environnementale, Mhm. c'est le manque d'outils. Le manque d'outils. Le manque d'outils, quand on n'a pas assez de bons modèles qui nous montrent comment. C'est-à-dire, on a
des parents qui, malheureusement, eux-mêmes, ils n'ont pas une bonne assertivité, Oui, une bonne affirmation de soi. absolument. Et on n'a jamais appris d'eux comment on peut s'affirmer avec les autres. Absolument, surtout si l'enfant voit le parent en question dans une situation où le parent, c'est-à-dire qu'il y a une injustice, mais que le parent n'arrive pas à se défendre. Et donc l'enfant va voir ça et va assimiler que si quelqu'un, par exemple, l'agresse ou lui crie dessus ou quoi que ce soit, mais injustement, il ne faut pas se défendre. Ou là, ça ne sert à rien de se défendre. Il va assimiler ce schéma-là. Exactement, Hmm, ce comportement type. absolument. Bien sûr qu'à force de voir ce modèle-là de passivité de la part de la figure parentale, c'est normal que la personne ou l'adulte d'aujourd'hui ait développé des croyances limitantes. Mais quand tu me parles de schéma, comment ça se manifeste au quotidien concrètement? On a le schéma d'injustice Hmm, où la personne elle va avoir un filtre dans la vie où elle n'est pas capable de se défendre par fragilité personnelle. c'est logique. Puis on a deux autres schémas. Le deuxième, c'est le schéma d'assujettissement, Mhm. c'est-à-dire qu'on va voir notre valeur personnelle qui est inférieure aux autres, et on va se dire que ben, les autres sont supérieurs à nous, et qu'on qu'on ne peut se permettre de dire quelque chose devant des personnes si grandioses. Oui, à ce stade, c'est vraiment ancré dans le système des croyances. Exactement. Mhm. Après, le troisième type, c'est un type qui est malheureusement qu'on retrouve beaucoup, c'est la carence affective ou l'abandon. Mhm. C'est-à-dire qu'on aura un schéma qui va toujours se réveiller en nous inconsciemment, où on va toujours avoir peur d'être rejeté ou d'être abandonné par l'autre. Oui, Et du coup, on ne prendra jamais le risque d'exprimer ses besoins ok. ou ses émotions, ses pensées. Ah, Pour récapituler, on est mhm. parti par des points de base environnement et génétique Oui. qui vont créer des schémas. Mhm. Et ces schémas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aussi percuter l'estime de soi. Et cette estime de soi, à force d'être percutée chaque jour, chaque jour, chaque jour, Mhm. elle va être brisée. Ces schémas, en fait, ils vont créer des conséquences qui vont malheureusement atteindre notre valeur à nous-mêmes, qui s'appelle l'estime de soi. Et on a une sorte de pyramide qui, qu'on va voir peut-être dans la vidéo, qui va expliquer en fait le chemin entre estime de soi et affirmation de soi. Mhm. Bien sûr, je suis totalement alignée avec toi dans le sens où l'estime de soi va déterminer vraiment toute notre vie et toutes nos relations quand on s'estime. Et avant de parler, entre parenthèses, avant de parler de ça, j'aimerais ouvrir une parenthèse sur la différence entre l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. N'est-ce pas? Je pense que c'est important de faire la différence. Exactement. L'estime de soi, c'est lorsqu'on estime qu'on est une personne qui en vaille la peine, qui a de la valeur, rien qu'en existant, rien qu'en respirant. On ne parle pas des accomplissements, on ne parle pas des objectifs ou quoi que ce soit. Je m'estime, c'est-à-dire que je valorise mes besoins, mes idées, mes projets, mes opinions, mon existence. Ok? La confiance en soi, c'est plus d'un point de vue technique. J'ai confiance que je peux réussir. J'ai confiance que j'ai ces compétences X, Y, Z pour pouvoir faire ou accomplir un projet personnel ou professionnel. Right? Mhm. Et l'affirmation de soi, tu sais, pour moi, Fadi, c'est pas seulement trouver la bonne phrase pour se défendre ou alors avoir une certaine posture. Pour moi, l'affirmation de soi, c'est plus écouter son corps quand le corps dit non, je ne veux pas y aller, je ne veux pas faire cette chose et honorer ce besoin du corps. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement, c'est être à l'écoute de son corps. Absolument. Parce que le corps a toujours la réponse avant le cerveau. Ça part tout le temps de là.
Et vu que c'est ta spécialité, Oui, je pense que tu pourras nous expliquer aussi comment le corps répond absolument, lorsque on est exposé à ce genre de situation. absolument. Comme tu l'as bien sûr détaillé tout à l'heure, ça vient de l'enfance. Je voudrais un petit peu schématiser la chose un peu plus. Si dans l'enfance, dire non résultait en moquerie ou en menace ou en culpabilisation, etc., le système nerveux a créé des associations avec ces situations. Donc aujourd'hui, notre système nerveux, ou là, le système nerveux de la personne qui n'arrive pas à s'affirmer, a comme une sorte de système binaire entre guillemets. Si je dis oui, j'ai la paix, j'ai l'amour, j'ai la sécurité, je les garde. On a aussi une expression dans notre culture marocaine, "Anchari rahti". نقول واخا نشري راحتي صاي غادي نتهنى, c'est-à-dire je vais acheter ma paix, je vais acheter mon confort. Et dans le cas contraire, si je dis non, danger. Je perds tout ça, je perds ma sécurité, je perds l'amour et tout ça. Et même en tant qu'adulte aujourd'hui, on sait logiquement qu'on peut dire non. On est un adulte. Mais, comme je dis tout à l'heure, le corps sait, le corps se souvient. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'adulte qui n'arrive pas à dire non, c'est l'enfant qui a automatisé ça dans son système nerveux dans les premières années de sa vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système nerveux, il a comme un système opérationnel, c'est comme on a dans nos ordinateurs et nos téléphones, mais qui date de 1997, right? Et avec le système opérationnel, comme il est antidaté, mais j'ai antidaté, mais je fais le sens ça. Antidaté, c'est les contrats, qu'est-ce que je dis? C'est pas grave. Et comme le système opérationnel, il est ancien, il est obsolète, mais ça n'importe pas parce que la réponse automatisée, elle reste. Il ne fait pas de mise à jour, ce système. Il ne fait pas de mise à jour. Il ne fait pas de mise à jour, mais c'est possible de faire la mise à jour. C'est la bonne nouvelle. On peut faire la mise à jour Heureusement. de ceci. Oui, heureusement, alhamdoulilah. Or, qu'est-ce qui se passe quand on dit oui alors qu'on voulait dire non dans le corps? On a des symptômes physiques, n'est-ce pas? Le corps, déjà, le corps se tend, la gorge se resserre, il y a peut-être de la sueur ou là, de la chaleur qui remonte, les mains tremblent, la voix tremble, et sur le coup, il y a de la colère envers soi. Pourquoi il y a de la colère? Parce qu'il y a un décalage entre ce que moi je veux et ce que l'autre m'a demandé et j'ai accepté. La raison pour laquelle je ne veux pas faire la chose n'importe pas. Toutes les raisons sont valides finalement. Mais il y a un décalage entre ce que mon corps voulait et ce que moi j'ai fait, ou là moi ce que j'ai accepté. Et ça rejoint un peu l'idée du premier épisode. C'est-à-dire qu'on n'a jamais appris à être de notre côté, à être notre plus grand supporter. Tu vois? Et ça, malheureusement, ça s'applique vraiment dans toutes les relations. C'est-à-dire avec la famille, si on dit non, je ne peux pas venir ce week-end, je ne peux pas venir à ce repas de famille, il y a cette peur de rejet, d'exclusion de la famille, de rompre le lien. Si je dis non à mon partenaire, j'ai peur qu'il me rejette, j'ai peur qu'il ne m'aime plus, j'ai peur qu'il s'en aille, n'est-ce pas? Si je dis non à mon boss ou à mes collègues, j'ai peur qu'on me vire, j'ai peur de rater une opportunité ou une promotion. Et c'est pour ça que finalement, c'est vrai que tout se rejoint dans l'estime de soi. Je m'estime, donc je m'affirme, et donc je dis non. N'est-ce pas? Exactement. Yeah. C'est pour ça qu'il y a un lien très étroit dans cette fameuse pyramide. Mm. Comme tu l'as dit, plus on s'estime, plus on s'affirme. Et plus on s'affirme, plus on s'estime. Donc c'est un cercle Vertueux. qui est vertueux, qui tourne en rond, auquel on peut rajouter aussi la confiance, qui aussi nous motive pour mieux nous affirmer, nous motive à augmenter nos performances et à trouver aussi de meilleures solutions dans l'affirmation de soi. Bien sûr. Après, le seul souci, si on revient aussi au sujet principal du déficit assertif, c'est que dans ce déficit, l'estime de soi est plutôt basse.
Et c'est l'estime de soi qui est plutôt basse, c'est plus une conséquence Oui. de ce qui s'est passé, de ce qu'on a fait de nous. Et cette estime de soi qui devient basse, c'est tout simplement les coups répétés de l'enfance qui s'accumulent Mhm. et qui la brisent au final. Pour synthétiser, Yeah. si on veut parler au niveau cérébral, donc dans notre cerveau, Mhm. quand on est enfant, on est là à apprendre des choses qui vont, qui vont créer un déficit d'assertivité. Mhm. Donc en fait, c'est plus des connexions synaptiques qui se renforcent entre elles pour apprendre ce fonctionnement Mhm. de s'inhiber, de se retirer, Oui. d'éviter la punition, etc., etc. Donc ce qu'on appelle, comme tu l'as dit, hein, des automatismes. Mhm. Ces automatismes qu'on apprend depuis l'enfance. Donc c'est un mécanisme qui est d'abord inconscient et en même temps c'est un mécanisme qui est protecteur. Pourquoi? Parce que le sujet qui a une basse estime de lui-même, il veut se protéger des conséquences négatives. Mhm. Pour lui, c'est soit je m'attends à la réaction parfaite et du coup j'ose, soit il y a tout le temps du danger, donc j'ose pas. Inconsciemment, ces automatismes, ils vont évaluer ces Mhm. connexions neuronaux, c'est aussi ces groupes neuronaux dans le cerveau, ils évaluent ce qu'on appelle le risque social. Le risque social, c'est est-ce que je vais subir des conséquences négatives ou conséquences positives? Et Mhm. ça se fait d'un coup de manière inconsciente et on n'en a même pas conscience de tout ça. Ok. Et dès que le cerveau va évaluer ce risque social, Mhm. il va passer à l'action. Donc en on-off, soit je passe à l'action, soit je m'inhibe. Mhm. Et ça, c'est grâce au cortex préfrontal. Du coup, ce qui se passe, c'est que à un moment donné, cette évaluation, elle devient distordue. Ok. Parce qu'on devient très sensible quand il y Mhm. a une atteinte d'estime de soi qui est répétée. La sensibilité augmente Mhm. et on devient hypersensible et son jaugeur de risque social devient déficient et on commence à voir le risque partout. Ah. Donc, c'est-à-dire cette personne-là peut avoir des réactions disproportionnées par rapport à la réalité de la situation. Exactement. C'est ça. Et tout cela se traduit par les biais cognitifs. Bien sûr. Du coup, on assiste à un développement de neurones Mhm. qui vont, en même temps, c'est des automatismes qui vont atteindre notre estime de nous-mêmes, Mhm. qui vont aussi augmenter la sensibilité de la personne Mhm. et qui vont créer des interprétations, pas des interprétations, mais plutôt des mécanismes distordus de Mhm. la logique et qui vont aggraver le cercle vicieux. J'imagine. Et encore faire s'effondrer encore plus, que ce soit l'estime de soi et l'affirmation de soi. Mhm. Ok. C'est super intéressant de comprendre aussi le fonctionnement cérébral du mécanisme de l'affirmation de soi. Merci pour ça. C'est vraiment très, très clair. Et pour clôturer cet épisode, j'aimerais proposer un outil. Je n'ai pas de nom pour cet outil. Je vais juste l'appeler PRRA. C'est juste les initiales des 3 étapes. Donc, cet outil, on va dire, c'est un point de départ. Un petit pas pour commencer à être capable de dire non quand on Mhm. nous demande quelque chose. Donc, le P, c'est pause. Je prends une pause de 5 secondes. Ça ne veut pas dire que je vais juste fixer la personne comme ça pendant 5 secondes. Je peux prendre une inspiration, ok, et me reconnecter à moi-même. Le R, c'est reformuler la question. Ah, tu veux que je fasse ça et ça? Tu me demandes si c'est possible que je fasse ça et ça? Donc le R, c'est plus pour prendre le temps de mieux réfléchir. Exactement, ça te fait gagner du temps. Et en même temps, tu répètes ça à voix haute, donc tu l'assimiles mieux. Mhm. Le RA, c'est répondre après. Mhm. De s'entraîner à dire je te réponds après plutôt que oui automatiquement. Je ne dis pas que ça va être facile du premier coup, il faudra de l'entraînement, mais avec le temps,
on va remplacer la réponse automatique du oui par je te réponds après. Laisse-moi quelques minutes, je reviens vers toi. Donc là, Ok. on parle plutôt d'une affaire de timing, Absolument. décalage. Bien sûr, on va décaler la réponse. Pourquoi on va décaler cette réponse? Pour juste s'asseoir avec soi et dire, ok, est-ce que je veux réellement faire cette chose? Je vérifie avec mon corps. Est-ce que c'est ok pour toi? Est-ce que c'est aligné avec toi? Est-ce que tu veux qu'on fasse ça? N'est-ce pas? Pour compléter cet outil, je vous invite vraiment à noter juste après deux choses. Première chose, quelles sont les sensations dans mon corps? Qu'est-ce que j'ai ressenti quand je n'ai pas dit oui? Bien sûr, au début, je vous garantis qu'il y aura beaucoup de tremblements, d'hésitation, De mais c'est stress. normal, de stress absolument. Mais c'est normal parce que le corps est en train de s'habituer à un nouveau système. Tu te souviens, je t'avais dit que le système opérationnel était obsolète. Maintenant, on est en train de reprogrammer ce système. Lui mettre de la mise à jour. On est en train de le mettre à jour, absolument. Donc, notez les sensations du corps. Et deuxième chose, notez concrètement ce qui s'est passé après cette interaction. Pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure que le système nerveux avait assimilé que dire non égale danger. Danger, mais vraiment dans ce sens-là, danger. Et quand on note ce qui s'est passé concrètement après, c'est-à-dire rien, il s'est littéralement rien passé, le corps et le système nerveux commencent à apprendre que, ah oui, donc en fait, si je dis non, ben, il ne se passe rien et je suis en sécurité. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement. Yes. Et pourquoi aussi je propose cet outil? C'est pour non seulement reprogrammer ou la mettre à jour, comme tu dis, le système opérationnel, mais aussi pour reconfigurer cette image qu'on a de soi. Parce que souvent, on dit oui et on croit être gentil. Pour qu'on nous dise, ah, Mskin, il est gentil, ah, il est gentil, il y a de la personne, elle dit tout le temps oui. Mais dire non, ce n'est pas être méchant finalement, c'est être honnête avec soi, C'est se respecter c'est se respecter. et respecter ses besoins. Absolument, absolument. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Quand il y a une fragilisation de l'estime de soi, Mhm. la personne s'anesthésie au niveau affectif. Et dès qu'on s'anesthésie, nous, au niveau affectif, donc on arrête d'écouter nos propres émotions, nos propres besoins. Et on se suradapte à l'autre, à l'environnement. Et quand on se suradapte, c'est là où on crée un faux personnage, le fameux faux self. Le faux self. Et c'est ce faux self où on le voit qui agit, Mhm. et nous, on est en sorte de position méta, et on voit le décalage entre qu'est-ce que je suis en train de faire, Oui, qu'est-ce que je suis devenu, comment je réagis aux autres, alors que moi, je suis vraiment différent à l'intérieur. bien Et sûr. on est dans ce moi prison, enfermé, et à un moment donné, euh, tellement la personne s'habitue à répéter des actions qui vont, qui vont lui rappeler qu'il faut réprimer qui tu es, ton identité, et créer une fausse personne pour se suradapter à l'environnement, Oui. jusqu'à un moment donné où la personne se perd et elle n'existe plus. Mhm. Merci Fadi. Merci Fatine. Et n'oubliez pas, écoutez l'écho qui vient de l'intérieur. C'est lui qui résonne partout ailleurs. À bientôt. À bientôt.